bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle table ronde sur donc territoire et villes connectées vers des réseaux durables et écologiques. À cette table ronde avec moi, donc il y a Fabienne Dulac qui est la patronne d'Orange France. Bonjour. Bonjour. Sébastien Soriano, vous êtes le président de l'ARCEP, le régulateur des télécommunications. Bonjour. Antoine Jourdain, vous êtes le directeur technique d'Enedis. Et Bertrand Serpe, donc vous êtes en charge de la transition numérique à Toulouse. Bonjour, vous nous entendez correctement ? Je vous entends très bien. Bonjour. Parfait. Donc écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas si dans l'histoire on a déployé, on a investi autant en tout cas dans les réseaux de télécommunications. Il y a un objectif de fibrer toute la France à horizon 2025. En parallèle, les opérateurs déploient énormément les réseaux mobiles, donc la 4G et puis aujourd'hui la 5G. Mais derrière, on a vu notamment avec l'arrivée de la 5G et des enchères pour les fréquences 5G au printemps dernier, qu'il y avait des inquiétudes sur cette technologie et puis globalement sur les réseaux de télécommunications à très haut débit. Est-ce que ces réseaux vont nuire à la planète, sont trop énergivores, et est-ce que en fait les usages qui viennent avec ces réseaux risquent de faire de faire exploser le bilan carbone. Donc écoutez, pour commencer, Fabienne, je vais commencer avec vous. Est-ce que chez Orange, vous avez été en première ligne face à cette fronde, notamment aussi de quelques maires et collectivités concernant la 5G, qui s'inquiétaient notamment du bilan carbone au final de cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appréhendez les choses aujourd'hui? Et puis Orange a aussi un objectif d'arriver à la neutralité carbone donc en 2040, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à chaque changement de technologie, il y a des interrogations qui émergent dans la société française. Ça a été le cas au moment du lancement de la 2G, de la 3G, de la 4G. Donc il était attendu qu'au moment de ce lancement de la 5G, nous ayons évidemment des interrogations qui sont en général autour de deux thèmes. Un, évidemment, la santé avec l'impact sur les ondes, et deux, l'empreinte environnementale. Ce qui a été nouveau cette année, c'est peut-être l'émergence dans la société d'un débat plus global sur quelle société voulons-nous construire et au final, quel est le bénéfice de ces réseaux. Était posée la question au final de l'innovation. L'innovation est-elle source de progrès et de quel progrès? Ça, c'est un point nouveau, avec une exacerbation du débat liée aussi à l'année très particulière que nous avons vécue, qui est une année de crise sanitaire où tout a été exacerbé. Mais ce débat, il était important qu'il ait lieu. Nous avons toujours été plutôt proactifs pour qu'il ait lieu avec les collectivités locales, autant qu'il a pu se faire et s'organiser, parce qu'il est nécessaire de répondre à ces questions-là. Et seuls les opérateurs, d'ailleurs, ne doivent pas et ne peuvent pas y répondre. Il faut que le régulateur se positionne, qu'un certain nombre d'autorités sanitaires comme l'ANSES se positionnent. Aujourd'hui, la 5G a été lancée en Europe dans plusieurs pays. 17 maintenant, je crois, autorités sanitaires se sont positionnées. Donc c'est normal. Donc voilà, pour moi, c'est une question juste. Et pour faire le lien avec les engagements sur l'environnement plus particulièrement, cette question-là aussi n'est pas nouvelle. Ça va faire 10 ans, en tout cas chez Orange, que nous travaillons effectivement à réduire l'empreinte environnementale des réseaux, qui est aussi liée à l'explosion des usages. Nous avons aujourd'hui une double certification, 14001 et 50001, qui nous aide au final et qui nous encourage à aller plus loin. Et c'est pour ça que nous avons pris l'engagement en 2040 d'aller chercher une neutralité carbone avec 3 grands plans d'action. Parce qu'évidemment, les réseaux, vous avez raison, sont concernés, mais pas que. La révolution numérique, plus globalement, on estime que dans le monde, c'est 3,5% de l'émission de CO2 et que les opérateurs de télécom contribuent à hauteur de 0,5%. C'est à peu près la même chose en France. Et donc, évidemment, ce sujet-là, nous le prenons depuis longtemps et il faut continuer de le prendre. Nous avons donc 3 grandes typologies d'action. Un, travailler sur l'efficacité énergétique, celle de nos bâtiments, d'abord en tant qu'opérateur, en tant qu'entreprise tertiaire, et puis sur nos réseaux, nos data centers, nos réseaux mobiles, nos réseaux fixes. Un deuxième grand axe qui est celui effectivement du mix énergétique et d'accroître les énergies renouvelables dans notre scope. C'est pour ça que nous avons signé cette année le premier PPA avec Boralex pour intégrer de l'éolien dans notre énergie. Et puis un troisième axe qui est celui de l'économie circulaire avec évidemment l'éco-conception, concevoir des box en plastique recyclé et surtout travailler sur le recyclage.
il y a un chiffre que je voudrais, enfin il y a deux chiffres que je voudrais Le partager. recyclage des mobiles. Pas que, des box et des mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des produits manufacturés que les consommateurs achètent finissent à la poubelle au bout de 6 mois, dans le monde. Donc effectivement, ça fait longtemps que nous travaillons sur le recyclage des box, et ça, nous avons plutôt été successful. Aujourd'hui, 80% des box d'Orange France sont recyclés. Sur le mobile, paradoxalement, nous avons plus de difficultés. On a récolté ces dernières années 8 millions de mobiles, mais ça ne fait que 15% au final des mobiles vendus par Orange. Donc on a vraiment pris l'objectif d'aller en chercher 30% d'ici 2023, donc d'ici peu. Et ça, nous n'y arriverons évidemment pas seuls, avec aussi tout un discours de pédagogie et en embarquant toutes les parties prenantes pour que le réflexe consommateur, là aussi, vienne nous aider à réduire cette empreinte environnementale au-delà de ce que nous faisons sur les réseaux en tant que tels. Évidemment, parce que, et ça nous avons déjà bien réussi, je voudrais aussi là donner peut-être un petit éclairage sur le travail qui a été fait ces dernières années. Ce qu'on essaye de faire, pour être très synthétique et schématique, on essaye de réduire le kilowatt par gigaoctet, c'est-à-dire par data transportée. Et ces 5 dernières années, on a déjà réduit de 5, fois 5, on a divisé par 5, pardon. L'objectif est de continuer avec le déploiement de la 5G à aller chercher, face à l'explosion des usages, une consommation énergétique plus faible et une émission de CO2 plus faible pour aller chercher cette neutralité carbone en 2040 avec des étapes 2025, 2030 et un travail de longue haleine qui va nécessiter de fondamentalement transformer l'entreprise, les métiers, du marketing jusqu'à nos ingénieurs, jusqu'à nos techniciens quand ils déploient le réseau. D'accord, merci beaucoup Fabienne. Sébastien, du coup à l'ARCEP, donc voilà, quand vous avez vu en fait ces débats émerger autour de la 5G et de sa consommation d'énergie, vous avez décidé en fait de travailler sur peut-être un nouveau pan de la régulation qui va peut-être s'ouvrir concernant la sobriété numérique. Alors c'est tout nouveau. Alors là vous êtes voilà, vous terminez votre présidence à l'ARCEP, c'est votre successeur qui reprendra peut-être ce flambeau-là. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous allez, je crois, faire des propositions notamment au gouvernement d'ici peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, je dirais qu'on a constaté, comme Orange, et sans doute après Orange, il y a toujours une capacité d'anticipation des acteurs économiques qui doit être prise en compte. On a capté aussi cette même inquiétude de la société. Et au fond, il y a deux, si je caricature un petit peu, hein, il y a deux grandes alternatives. Il y a une alternative qui dit, en fait, le progrès technologique est mauvais en lui-même. Et donc ça a amené un certain nombre de voix à demander à ne pas faire la 5G. Vous avez des versions un petit peu différentes de ça qui consistent à dire en fait la croissance des usages est mauvaise en elle-même. Et donc par exemple il y a eu un certain nombre de propositions, y compris du Sénat, de interdire les forfaits illimités de manière à quelque part brider, contenir le développement des usages. Donc vous avez cette position qui est en gros stop ou encore, et de dire stop. Et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a des initiatives qui sont prises par les entreprises et qu'il faut vraiment saluer. Enfin, l'engagement d'Orange notamment est, je crois, vraiment très significatif. Mais il y a un doute de plus en plus fort qui s'est installé autour de ces engagements d'entreprise, de savoir si c'était du lard ou du cochon. Et nous, ce que nous essayons de proposer, c'est quelque chose qui soit entre les deux. C'est-à-dire de partir de l'engagement des entreprises, de partir de la volonté des consommateurs de réduire leur empreinte écologique et en même temps de s'assurer que ces incitations, ce mouvement, je dirais, des entreprises, de la société, il va bien aller jusqu'à bon port. C'est de l'accompagner, d'accroître ces incitations et puis de donner de la transparence pour être certain qu'il aille au bon endroit. Pourquoi ? Parce que notre pays est engagé maintenant dans des engagements dans le cadre de cet accord pour le climat. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter, je dirais, d'une batterie de mesures avec des efforts pris individuellement dans différents secteurs. Maintenant, on est au moment où il faut s'engager sur des objectifs. Et donc, notre idée, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner pour être certain que ça se passe dans le respect de ces objectifs et sans aller jusqu'à brider. Alors pourquoi sans aller jusqu'à brider ? Parce que fondamentalement, notre intuition, c'est que, vous savez, on dit souvent, on ne peut pas avoir d'infini dans un monde fini. Bon, c'est certainement vrai, on ne va pas philosopher à l'instant sur la question, mais moi je serais bien incapable de vous dire où est-ce qu'il faut s'arrêter quand on parle de numérique.
Parce que de fait, il y a quand même un développement fantastique des usages. Ces usages, ils contribuent d'ailleurs à la réduction de certains transports. On le voit bien avec la visio, par exemple, et bien d'autres exemples. Et donc, nous, notre intuition, c'est que en mettant une borne, en arrêtant quelque part la croissance des usages ou le progrès quelque part, on ferait forcément une bêtise. Donc, on préfère, entre guillemets, amplifier les énergies de la société et en même temps se porter garant du fait que ça nous mène à bon port. Donc c'est un petit peu ça la proposition qu'on souhaite faire, sur laquelle on travaille. Alors nous, on est des petits nouveaux dans ce sujet. On n'a pas développé de compétences écologiques, environnementales très fortes ces dernières années. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mis dans un processus collaboratif avec WeShare, qui nous accompagne dans cet exercice depuis presque 6 mois. Donc pour se mettre autour de la table, autour de thématiques communes, avec des gens des associations, des gens qui travaillent sur la mesure de l'impact, des industriels, des opérateurs, des terminaux, des serveurs, des applications. Et puis pour essayer de tracer un chemin ensemble. Et c'est ce chemin qu'on mettra sur la table donc le 15 décembre. Très bien, merci beaucoup. Alors Antoine, chez Enedis, donc vous investissez, je crois que c'est 1 milliard par an. Alors notamment, donc une bonne partie de ce milliard va dans la transition écologique. Et alors vous êtes un utilisateur pour le coup des réseaux télécoms, notamment à travers les smart grids. Voilà, vous avez besoin en tout cas de ces nouvelles technologies, notamment pour profiter pleinement des ENR, des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre stratégie par rapport à ça et puis la place finalement des technologies de télécommunication là-dedans? Oui, alors effectivement, Enedis, on investit à peu près plutôt 4 milliards d'euros par an sur l'ensemble de notre réseau de distribution qui pour un chiffre simple, représente 35 fois le tour de la Terre. Donc, et on investit à peu près 1 milliard d'euros par an, et c'est en croissance, pour le rénover, pour s'assurer tout d'abord qu'il est fiable et qu'il pourra intégrer l'ensemble des usages et s'assurer que les smart grids y trouveront leur place, puisque pour intégrer tous ces nouveaux usages, eh bien, il faut déjà des infrastructures existantes solides. Donc ça, c'est une première partie, mais qui est importante, qu'on a souvent un peu tendance à oublier. Mais avant de faire du smart, il faut avoir du hard, si je puis dire. Et la deuxième partie, c'est effectivement qu'on investit massivement dans la connexion et le raccordement d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a à peu près 450 000 producteurs de soit photovoltaïques, soit éoliens qui sont connectés sur le réseau de distribution. Ça fait 23 gigawatts. 23 gigawatts, ça fait un peu moins d'une quinzaine de centrales nucléaires, donc en termes de puissance. Et puis, on va poursuivre dans les prochaines années. Donc là, sur notre prochain plan à 4 ans, on estime qu'on va connecter dans les 4 prochaines années à peu près l'équivalent d'une dizaine de centrales nucléaires en termes de puissance. Alors, en termes de production, ça fait un petit peu moins, puisque le taux de charge du renouvelable, le soleil, on sait bien que la nuit, ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc on a un taux de charge un peu inférieur, mais donc cette transition écologique et énergétique, elle est complètement en marche, et Enedis, elle l'accompagne. Et quand vous voyez les deux éléments, donc une énergie intermittente complètement décentralisée, sur un réseau historique qu'on essaie de maintenir de manière bien solidifiée, si je puis dire, eh bien, ce réseau n'était absolument pas fait pour ça. Il était monodirectionnel. Eh bien, le smart grid, c'est l'utilisation massive des technologies télécom pour rendre ce réseau bidirectionnel. C'est-à-dire que, vous voyez bien, quand il y a du soleil comme aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de production. Donc éventuellement, les flux d'électrons remontent le réseau. Et puis la nuit, ils vont pas. Bien entendu, ce sont les productions centralisées ou les productions d'éoliens qui sont basés ailleurs qui vont remplir, qui vont permettre aux clients d'avoir de l'électricité. Et donc, pour pouvoir piloter le réseau en temps réel, de plus en plus en temps réel, eh bien, c'est l'utilisation des smart grids, et donc avec des technologies où il va nous falloir d'être de plus en plus rapide, de plus en plus réactif, avec de plus en plus d'équipements, pour assurer que ces équilibres sont toujours maintenus, et pour que les clients, quand ils appuient sur son bouton à la maison, il y ait de la lumière, et que quand ils branchent sa voiture, puisque demain c'est comme ça et ça va déjà bien commencer, sa voiture, il y ait de l'électricité, et qu'on soit capable de gérer l'ensemble des flux. Et pour cela, la 5G
nous permettra d'être plus réactifs, et on a déjà un démonstrateur qu'on est en train de construire avec nos amis d'Orange, et d'autres. C'est à Marseille, c'est ça? C'est à Marseille, c'est ça. Donc on se met dans les territoires de manière systématique. Enedis, on aime bien être pratico-pratique, donc quand on a une idée qu'on espère est bonne, enfin on est convaincu qu'elle est bonne, on la teste dans les territoires avec des partenaires. Puisque on n'est pas un spécialiste des télécoms, bien entendu, on a beaucoup de choses à apprendre des gens du monde des télécoms. Et puis d'ailleurs, il y a des choses, on fera simplement une collaboration, chacun son métier, mais il faut qu'on soit capable de tirer de meilleures parties des nouvelles idées des territoires. Et effectivement, Marseille, vous voyez bien que pour le photovoltaïque, il y a une importance majeure. Et dernier élément, et l'élément clé pour nous, qui est en cours de déploiement. Aujourd'hui, on est à peu près à 29 millions de déploiements de compteurs Linky, qui en fait l'objet connecté le plus nombreux, le plus développé en France. C'est Linky, puisque au final, c'est un objet connecté. Et il nous permet bien entendu, les clients ont leurs données, et ça, elles sont réservées à l'usage propre des clients. Mais Linky, c'est aussi un capteur sur le réseau qui nous donne des informations sur le vieillissement, sur quand un câble est en train de vieillir et va engendrer une coupure, il commence à avoir des tensions hautes, des tensions basses. Et donc Linky nous remonte ce type d'informations. Et donc c'est un capteur aussi qui nous permet d'avoir une vision en temps réel du réseau, et puis de développer des nouveaux modes de dépannage, de dépanner avant que la panne survienne, et donc vraiment de faire de la maintenance préventive grâce à Linky. Donc c'est vraiment pour nous, c'est une brique essentielle pour conduire la transition écologique et énergétique. Et donc, bien entendu, on cumule l'ensemble de ces éléments, et on a besoin d'une connexion de plus en plus étroite avec nos amis d'Orange et les autres opérateurs télécoms. Et on a bien vu que lors des tempêtes, lors des différents événements, on a une collaboration vraiment accrue, puisque finalement toutes ces technologies sont de plus en plus interdépendantes les unes des autres. Merci. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand il y a eu les déploiements massifs de Linky, Linky avait aussi suscité beaucoup de critiques et beaucoup de débats, un peu comme la 5G. La vague n'était pas aussi haute, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait eu aussi... Je pense qu'on a eu notre lot d'épreuves sur ce sujet. On partagera volontiés pour notre retour d'expérience sur certains comportements ou certaines anecdotes. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit est tout à fait juste. À partir du moment où on arrive sur une nouvelle technologie, ça suscite des craintes, ce qui est après tout légitime. On peut voir que dans le passé, il y a eu des choses qui peuvent susciter de la crainte dans l'ensemble de la population et pour certaines personnes. Donc je pense qu'on a pris le temps d'expliquer, de pas forcer, de prendre le temps au temps, si je puis dire. Et puis maintenant, on voit beaucoup de clients quand même qui se rendent compte que finalement, pour optimiser leurs factures, finalement la meilleure façon de faire des économies d'énergie ou de passer à l'énergie verte, la meilleure, c'est l'énergie qu'on consomme pas. Et pour ne pas consommer d'énergie, il faut être capable de la mesurer au plus près. Et Linky permet à l'ensemble des clients de mesurer de manière assez fine leur consommation d'énergie, d'avoir des offres beaucoup plus adaptées à leur comportement, des offres le week-end. Il y a de nombreuses offres offertes par les fournisseurs d'électricité. Et permet vraiment d'ajuster la consommation des clients au plus près. Je prends un exemple un peu qui est tout à fait simple et facile, mais les gens qui ont des résidences secondaires, alors vous allez me dire c'est pas tout le monde, mais quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes en vacances, et que à distance vous voyez que vous avez une consommation qui est tout à fait normale, que votre chauffage électrique est à fond ou il n'a pas été bien coupé pour une raison ou pour une autre, et bien grâce à Linky vous pouvez le voir et vous réduisez votre empreinte carbone. Et au quotidien, enfin il y a de nombreuses offres. Mais voilà, je ne vais pas déployer toutes les possibilités de Linky ici. Très bien, merci beaucoup. Bertrand, écoutez, je voulais vous demander déjà comment
comment à Toulouse en fait vous avez vécu en fait ces débats autour de la 5G et puis des réseaux très haut débit, hein, plus largement, parce que ça a dépassé un petit peu le cas de la 5G. C'était un peu quelle est la place de la technologie dans la société, en quelque sorte, ce que Sébastien disait tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous attendez en fait de ces nouveaux réseaux? Est-ce que, par exemple, voilà, quel type de projet vous avez pour la transition écologique à Toulouse en utilisant ces technos-là? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis désolé, j'ai pas pu être parmi vous ce matin, cet après-midi, pardon, mais je suis en direct de Toulouse et il y avait mon président Jean-Luc Boudin qui était ce matin sur vos plateaux. Donc à Toulouse, on a été un petit peu. Alors, je suis content d'avoir un petit peu. On est un peu la synthèse comme territoire à Toulouse entre ce que je viens d'entendre. Autant on a toujours été une terre d'expérimentation. On a été une des premières villes en France. Je pense que Fabien Dulac s'en souvient peut-être, d'expérimentation de la 3G. C'était à l'époque de Thierry Breton. Puis il y a eu ensuite effectivement la 4G, la 4G+, et maintenant la 5G qui arrive sur nos territoires. Donc Toulouse, ville d'expérimentation, d'innovation à travers notre Smart City, notre ville de demain. Pendant 5 ans, on a travaillé sur une co-construction publique-privée avec les citoyens, très impliqués. Plus de 200 000 citoyens ont été invités à se prononcer sur l'ensemble des innovations qu'on a proposées sur nos territoires en matière énergétique. J'entendais effectivement Enedis qui s'exprimait à travers les compteurs Linky, mais aussi à travers toutes les autres innovations en matière notamment de patrimoine, mais aussi d'international et aussi de mobilité, puisque Toulouse est finalement aussi le territoire à travers le projet Villagile de TIGA, où nous allons expérimenter les nouvelles mobilités. Et toutes ces innovations font que nous avons toujours conservé, comment dirais-je, une appréhension très positive sur les nouvelles technologies. Et la 5G s'est imposée finalement à nous comme plutôt un facteur d'attractivité, un outil d'attractivité pour nos territoires, à la fois pour les entreprises, qui vont avoir un bénéfice évident en venant effectivement sur nos territoires pour pouvoir avoir plus de vitesse et plus de débit, mais aussi pour des applications notamment dans la santé, puisque vous savez qu'à Toulouse, nous avons le cancéropole qui avait été initié à l'époque de Philippe Douste-Blazy, où se trouve un centre européen de recherche sur le cancer. Pour la télémédecine, la 5G sera effectivement très intéressante. De par toutes ces innovations et cet état d'esprit que nous avons sur le territoire à Toulouse, sur Toulouse Métropole, nous n'avons jusqu'à présent pas eu de réticence à travers ces nouvelles technologies. Alors le cas de la 5G est un peu particulier, effectivement, puisque je suis moi-même, avec Franck Trichet de Nantes, coprésident de la commission numérique de France Urbaine, et on réfléchit au niveau donc national sur ces problématiques, et c'est vraiment le cas de le dire aujourd'hui, ces moratoires qui sont installés un peu partout en France sur, Madame Villac parlait du rapport de l'ANSES qui va arriver, donc je pense, premier trimestre 2021. Le parti pris de Toulouse a été de dire que nous ne ferons pas de moratoire et que nous allons, bien sûr, avec toutes les précautions qui ont été émises, et notamment, j'aime beaucoup le discours de Sébastien Soriano que nous avons eu l'occasion de partager sur cette sobriété numérique. Quelque part, c'est un peu le concept que nous avons décidé à Toulouse. Cette sobriété numérique fait que nous sommes pour effectivement développer des nouvelles technologies sur nos territoires parce que ce sont des forces de progrès qui permettront de construire la ville de demain, cette ville durable et innovante, cette ville du quart d'heure qui est si chère à Carlos Moreno et que nous avons fait foi aussi sur le territoire toulousain. D'ailleurs, Orange, je crois, a le projet de mettre un lab 5G à Toulouse et comme SFR aussi se sont installés sur notre territoire pour expérimenter ces nouvelles mobilités à travers la 5G, avec constamment en l'esprit ce pragmatisme, cette écologie pragmatique qui est finalement notre ADN de cette co-construction de cette ville durable et innovante de demain que nous souhaitons pour les Toulousains. Donc l'idée vraiment de se dire que ces nouveaux usages, c'est ce que souhaitent finalement les citoyens, et notre crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, nous le démontre tous les jours. Sans le numérique, sans les innovations, sans demain la 5G, comment par exemple les territoires ruraux, il y en a beaucoup autour de Toulouse Métropole, pourraient, vu que le plan fibre 2022 ne sera peut-être pas
tout à fait au point, pourrait être irrigué s'il n'y avait pas la 5G demain qui permettra, s'il y a saturation des réseaux, de pouvoir suppléer et de pouvoir tout simplement se parler ou tout simplement une entreprise pouvoir faire de l'e-commerce. Donc vraiment, nous pensons que il ne faut pas avoir cette appréhension des nouvelles technologies. On vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de normes, qui est très normalisé. Nous sommes conscients qu'il y a des principes de précaution qui existent et c'est ce que nous expliquons à nos citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout et n'importe quoi sur notre territoire, mais ça veut dire que nous avons une écologie pragmatique, une transition numérique qui est en lien avec l'écologie et la transition écologique. D'ailleurs, en tant que VP à la transition digitale de Toulouse Métropole, je travaille avec mon collègue François Chollet, qui est VP à la transition écologique sur le territoire, pour inventer les usages de demain et pour apporter plus de services aux Toulousains. Mais aussi, c'est l'idée de se dire que demain, ce numérique, c'est sûr qu'il consomme de l'énergie, on ne va pas le nier, mais cette énergie, elle permettra aussi à faire des économies dans différents domaines. Par exemple, je suis aussi président de l'Office d'HLM de Toulouse et je m'occupe du logement, et on peut imaginer que demain, grâce au BIM, qui permettra de modéliser un certain nombre, avec les jumeaux numériques par exemple, un certain nombre de bâtiments, ça permettra effectivement de trouver des moyens pour avoir une efficience énergétique plus probante sur nos territoires. Et c'est ce vers quoi nous tendons, ce n'est qu'un exemple, mais lorsque on travaille aujourd'hui, par exemple, sur le véhicule autonome, on a été une des premières villes en France à expérimenter les systèmes embarqués avec les véhicules autonomes. Ça consomme effectivement de l'énergie, mais la 5G va permettre aussi, avec les objets connectés, il y a plus de 20 000 objets connectés sur le territoire toulousain, de penser les mobilités du futur, et ça permet aussi de travailler sur les mobilités douces et de pouvoir avoir plus d'efficience d'un point de vue des transports et de dépenser moins de CO2 et de travailler pour une ville plus décarbonée. Merci. Fabienne, du coup, je voulais vous demander également, est-ce que vous pensez que les réseaux très haut débit vont permettre, in fine, de faire des économies d'énergie? C'est ce que certains soutiennent. Est-ce que dans les cas d'usage, Orange travaille de manière étroite avec beaucoup d'industriels, donc notamment Enedis, sur ces problématiques-là? Est-ce que vous pensez qu'effectivement on va gagner en efficacité énergétique, et notamment quand on parle de la vraie 5G qui devrait arriver d'ici 2 ou 3 ans, permettra d'avoir une latence plus faible, de connecter beaucoup plus d'objets au réseau? Est-ce que ces caractéristiques-là permettront de favoriser peut-être la transition écologique ou pas? Oui, je pense que oui. On voit bien que la question qui était posée derrière ce débat des nouvelles technologies, c'est quel usage pertinent on aura derrière, au-delà des usages évidemment individuels dont on parlait tout à l'heure. Et plus on avance, et là aussi il faut une forme d'humilité, parce que ces nouveaux réseaux nous amènent des potentiels qu'on est en train de découvrir et qu'on est en train de travailler, à la fois avec la rencontre entre l'opérateur de télécom et des industriels, mais on voit de plus en plus que les réseaux, notamment de demain et la 5G, va pouvoir permettre d'améliorer ce que moi je résume dans monitorer, piloter. On le voit avec Enedis, à travers les travaux qu'on mène à Marseille et les use cases qu'on a identifiés, d'ailleurs qui pourraient être reproductifs dans d'autres métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce que vous allez pouvoir être capable de piloter, on le fera. Là, on a 2 types d'expérimentations. Je vais vous donner 2 exemples avec, par exemple, Schneider Electric, où on travaille sur leur campus industriel pour pouvoir organiser, à travers de la réalité augmentée, de la maintenance à distance. Donc de la maintenance à distance, c'est aussi, au final, une empreinte énergétique bien meilleure. On travaille également avec l'Agroa, cette fois-ci pour monitorer à travers des capteurs qui sont dans leur bâtiment la température, l'hydrométrie, et être capable effectivement de vérifier si on chauffe trop, pas assez, si il y a des fuites d'eau, etc. Donc il y a un 3e axe dont on a très peu parlé parce qu'on est tout au début, mais c'est celui de l'agriculture. On voit bien qu'en matière d'arrosage, je fais un peu court parce que je pense que c'est peut-être pas le terme d'arrosage le plus adapté, mais quand on doit effectivement arroser, globalement, on a des déperditions d'eau. À quel moment, en fonction de la météo, on n'arrose pas? Et on voit très bien qu'on commence à tester et à imaginer avec le monde agricole que là aussi, la 5G va pouvoir nous permettre de monitorer via des réseaux dédiés, au final, des actions de supervision bien plus efficaces. Mais là encore, c'est comme à chaque fois, lorsqu'une révolution technologique arrive,
On a une phase d'apprentissage et on a une phase aussi de découverte, et il faut surtout au final que la créativité se libère et que globalement tous les acteurs qui potentiellement peuvent être utilisateurs de ces réseaux challenge leurs activités, challenge leur métier, challenge leurs sujets, leurs défis, pour voir si ces réseaux peuvent venir au final accroître cette maîtrise environnementale que nous allons avoir. Moi j'en ai la conviction, parce qu'on voit bien qu'on a déjà quelques potentiels très intéressants, mais je pense qu'on n'a pas été au bout de l'analyse effectivement de tous les secteurs d'activité qui vont pouvoir bénéficier demain d'un meilleur monitoring de leurs activités et donc de leur empreinte environnementale. Ce travail, on a commencé à le faire un petit peu, avec beaucoup d'humilité. Il va falloir qu'on continue de le faire nous en tant qu'opérateurs sur notre propre activité, et qu'on voit évidemment en croisant les regards, en travaillant de façon décilotée avec tous les secteurs d'activité, comment collectivement on prend ce sujet-là. Enfin, on l'a tous dit d'une certaine façon, ce sujet de l'empreinte environnementale, c'est pas le sujet d'un acteur, c'est le sujet de tous les acteurs, et c'est au final à la fois toutes les parties prenantes, du client jusqu'aux industriels, jusqu'aux opérateurs, jusqu'aux régulateurs, jusqu'au pouvoir public, jusqu'au monde associatif, que globalement on relèvera ce challenge qui est quand même extrêmement compliqué. Il ne faut pas l'oublier, hein, il faut quand même beaucoup d'humilité pour savoir ce qu'on va arriver à faire demain, mais je pense qu'au moins essayons de construire et débridons la créativité pour que globalement naissent des usages pertinents demain. D'accord, merci. Sébastien, je voulais avoir votre avis sur ce sujet-là. Est-ce que derrière, même c'est un sujet pour le régulateur, à partir du moment où, s'il y a un nouveau pan de la régulation, en tout cas, qui servira à réguler ça, est-ce que derrière, on peut se fixer des objectifs sur les usages qui proviennent des réseaux? Et derrière, je vous pose immédiatement en fait une autre question. Vous venez de sortir en fait un ouvrage, Un avenir pour le service public chez Odile Jacob. Et vous dites, en fait, d'une certaine manière, que pour la technologie soit acceptable, et je fais un peu le lien avec ce que vous disiez, Fabienne, on ne peut pas se contenter d'avoir un État stratège qui dise, voilà, il y a cette techno, elle est là, et mangez-en, et tout ira bien. C'est que derrière, il faut réunir un petit peu tous les acteurs et les embarquer dans le même bateau pour éviter d'avoir ces soucis qu'on a pu avoir avec la 5G. Oui, pour commencer par votre première question, de savoir est-ce que le très haut débit peut se développer dans le respect d'une ambition environnementale. En fait, il doit se développer dans le respect d'exigences environnementales. C'est là que c'est nouveau, en fait. Hein. Et c'est dans ce passage de pouvoir à devoir que nous proposons effectivement une intervention publique qui soit plus structurée. Il ne s'agit pas de préjuger du fait qu'il ne peut pas le faire. Il s'agit d'aider le secteur avec tous ces acteurs, comme l'a bien souligné Fabienne Dulac, à bien remplir cet objectif et à se porter garant. On voit bien qu'on est dans un monde dans lequel le marché occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Okay ? Les acteurs numériques en général et le marché en général occupent une place de plus en plus importante dans nos vies. Et nos concitoyens, voyant ces technologies qui se développent de manière un peu lointaine, sans nécessairement qu'elles soient portées par un visage public, se sentent de plus en plus en danger finalement. On voit bien, un coup c'est la 5G, un autre coup c'est les big pharma, il y a évidemment les GAFA avec les données personnelles. Donc on voit bien que cette place grandissante du marché, elle laisse un petit peu orphelin une forme de conscience qu'amenait, je dirais, by design, par construction, la puissance publique. Et donc ce qu'il faut réinventer, c'est comment est-ce qu'on a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a la puissance de feu, l'innovation, l'agilité du marché et de la société, parce que je ne veux pas faire de distinction entre tout ça, mais des forces vives, on va dire, de manière générale, et en même temps, l'exigence, la garantie, la portée du public. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre, effectivement, Un avenir pour le service public, c'est qu'en fait, il y a une myriade d'exemples qui montrent qu'on y arrive. Mais pour ça, il faut sortir de la posture. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État, il est enfermé dans sa posture surplombante, on va dire, dans lequel c'est moi qui fais, c'est moi qui sais. Voilà. Et on l'a bien vu dans la gestion de la crise sanitaire, à quel point ça a été parfois critiqué, à quel point l'État lui-même s'est retrouvé
capturé dans cette position. Il aurait voulu faire davantage confiance peut-être à la société, mais il s'est retrouvé à devoir jouer un rôle de garant. Par exemple, sur les couturières de masques, lors du premier confinement, il y a eu des mouvements très, très beaux de couturières de masques, mais à un moment, il a fallu aussi dire il y a des normes. Et puis quand on a posé des normes, les couturières de masques, elles ne pouvaient plus y répondre. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions à l'intérieur de l'État. L'État ne sait pas bien créer des alliances dans la société qui lui permettent, au fond, de ne plus être seulement un État surplombant, un État autorité, un État prestataire, mais d'être un État entraînant, c'est-à-dire qui dit oui, il y a un cap, il y a une direction, et c'est bien l'État en tant que représentant de la nation qui doit le donner, mais pour atteindre cet objectif, il faut apprendre à construire ensemble différemment. Et donc dans ce livre, j'ai voulu à la fois montrer que beaucoup de problèmes actuels découlait de cette posture trop centralisée, surplombante de l'État, avec différents symptômes, les gilets jaunes, les crises de fonctionnaires, etc. Enfin, je développe un certain nombre de choses. Et qu'en même temps, j'ai voulu faire un propos optimiste pour dire qu'il y avait une autre manière de faire. Il n'y avait pas de damnation à être prisonnier de cette posture centralisatrice. Et donc, on pouvait créer des alliances. Et ce qui est en train de se passer sur la 5G, je trouve, est intéressant. Parce qu'au fond, nous, l'État, nous, le national, on va dire, grands opérateurs, administration d'État, on n'a pas su créer cette acceptation de la 5G. Enfin, moi, je peux le dire, j'estime en tout cas que moi, à ma place, je n'ai pas réussi à créer cette acceptation de la 5G. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on n'a pas eu besoin d'adopter une loi, on n'a pas eu besoin de débloquer des moyens, mais qu'est-ce qui se passe? On a créé une nouvelle alchimie avec les maires. En s'appuyant sur vraiment l'intelligence du terrain, sur le rôle du maire, qui est un maillon vraiment extrêmement vivant de la démocratie actuellement, on a réussi en s'appuyant sur le maire, en lui donnant un rôle de pouvoir créer de l'appropriation, de la concertation, on va réussir, je pense, finalement, à ce que ça se passe raisonnablement bien, qu'elle soit raisonnablement acceptée, parce qu'on fait vivre ce maillon. Et donc je voudrais vraiment saluer les opérateurs qui ne sont pas passés en force, qui ont accepté ce jeu, alors que le cadre légal est avec eux, très clairement, mais ils ont joué le jeu de ce dialogue, de respecter cette démocratie locale, et je pense vraiment que ce sera ça la clé du succès, et qu'on pourra réparer de cette manière ce qu'on n'a peut-être pas su construire, peut-être finalement que ce n'était pas à nous de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut accepter que les collectivités locales jouent un rôle plus important, qu'elles sont une échelle qui permet aux citoyens de mieux se représenter, d'être plus familiers avec la technologie, que ce ne soit pas quelque chose de lointain, mais finalement quelque chose qui leur appartient, qui est dans leur quotidien. Antoine, est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien Soriano? Alors c'est vrai que je refais le parallèle par exemple avec Linky, mais on peut se dire aujourd'hui que finalement peut-être que si à l'époque il y avait eu davantage d'acteurs qui avaient été mobilisés autour de Linky, peut-être qu'il aurait été peut-être davantage accepté, ça je sais pas. Et derrière, votre point de vue sur cette question-là, sachant que vous êtes un utilisateur de ces réseaux télécoms, vous en avez besoin au quotidien. Est-ce que c'est typiquement pas le genre de choses qu'il aurait fallu peut-être mettre en lumière au moment où on proposait aux Français d'utiliser une nouvelle technologie? Je pense que c'est quand même toujours très compliqué. On l'a vu sur Linky, on le voit sur la 5G. Je pense qu'on l'avait vu sur les premières antennes de télécom dans les différentes mairies, où finalement il y a beaucoup de gens qui n'en voulaient pas à une époque, qui maintenant les réclament. Je pense que c'est un peu ce qui se passe sur Linky d'ailleurs. Il y a beaucoup de clients qui commencent à nous dire mais moi j'aimerais bien avoir Linky pour avoir les offres qui sont proposées par les fournisseurs, et si j'ai pas de Linky, je peux pas y avoir accès. Donc il y a cette population qui est peut-être un peu plus silencieuse, qui fait peut-être un peu moins de bruit, et elle existe aussi, et finalement nous ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a plutôt une adoption maintenant du compteur, et des gens qui nous le demandent et qui nous demandent à quelle période ils l'auront vraiment en déploiement dans leur ville. Ça, c'est un premier point, et je pense que de toute façon, tous ces débats de nouvelles technologies, ça prend du temps. On voit bien le débat qu'on va avoir sur le vaccin, où les gens se posent des questions, et on peut pas. C'est signe d'intelligence quand même, et de bonne vie de notre démocratie que les gens se posent des questions. Par contre, ça demande peut-être un peu plus de temps, et c'est peut-être un peu plus complexe. Ensuite, en tant qu'industriel, pour moi et pour Enedis, il est vraiment très important
qu'on puisse suivre ces développements technologiques, parce que on n'est pas seul au monde. On n'est pas seul au monde, et j'étais hier à une conférence avec les gens de la recherche et développement qui disaient, on a pas mal de travaux en Chine, et d'ailleurs en Chine ils sont déjà 60 millions d'utilisateurs de la 5G. Et donc les solutions technologiques et industrielles de demain sont inventées par ceux qui sont à la pointe. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans notre partenariat à Marseille, on est avec Schneider aussi, hein, et donc avec des grands industriels français qui ont des usines dans le monde entier. Et nous, on pense que sur beaucoup de sujets, on est à la pointe, et on souhaite garder cette avance, et pour pouvoir développer des emplois en France, des technologies françaises qui se répandent dans le monde. Et donc, pour nous, il est indispensable de pouvoir avoir accès de manière assez large à ces technologies. Et donc, c'est pour ça qu'on est très content que les choses avancent. Mais je pense que notre grand pays a ses difficultés, ça peut être une richesse aussi. Je pense qu'il ne faut pas finalement. On a parfois un peu le débat sur Linky qui a été très critiqué au début. Finalement, une contrepartie de la grande critique dont il a souffert au début fait que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde connaît Linky. Finalement, c'était positif. Et donc, on a une notoriété qui a tendance à devenir positive. Je ne dis pas que ça ne serait pas passé de certains débats, mais je pense que après, effectivement, nous, on est beaucoup passé par le local, mais après, tout ça, ça venait aussi de textes européens. Enfin, je partage assez la posture, la difficulté de la posture de l'État qui a un rôle un peu particulier, et les gens ont tendance à rejeter de plus en plus ce qui est centralisé, et trouver que ce qui est décentralisé est beaucoup mieux. Je pense que l'équilibre doit être trouvé, puisque je vois dans notre métier, nous on est en train de. Pour nous aussi, c'est une révolution, le renouvelable qui se connecte au réseau de distribution. C'était pas du tout fait pour ça, et donc on a 95% des énergies renouvelables qui sont connectées au réseau de distribution. Ça correspond à des besoins, il y a des demandes des territoires, des gens dans les territoires, des métropoles, des villes. On a des projets d'autoconsommation où on fait le bilan de la production locale par rapport à la consommation locale en fonction pour avoir des circuits courts. Et tous ces circuits courts, on les fait en certifiant la provenance des électrons qui viennent localement. On est capable de faire l'ensemble de ces bilans, encore grâce à Linky, puisque c'est lui qui nous donne la donnée. Mais on travaille aussi avec les opérateurs pour télécom pour transmettre toutes ces données. Et je pense que je pense que la société a des attentes qui sont légitimes, et nous, notre travail, notre métier de grand opérateur, c'est de les accompagner dans leurs souhaits, et non pas d'être celui qui sait et qui dit aux gens des territoires ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'on est un service public. Le service public, ça commence par service, et donc c'est bien se mettre au service des demandes des différents territoires. Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition d'une certaine manière de Sébastien, est-ce qu'il faut davantage de décentralisation pour faire accepter la technologie? Vous, Toulouse, vous n'avez pas fait de moratoire, vous avez décidé vous avez fait votre propre travail de votre côté pour lancer la 5G. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors oui, je suis d'accord, mais pas que. En fait, effectivement, tout ne doit pas venir d'en haut et puis arriver sur les territoires et on décide pour nous. Notre Smart City à Toulouse, on l'a co-construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 000 personnes qui ont été consultées sur 5 ans. Il y a eu 500 millions d'euros d'investissement sur des POC, sur des expérimentations dans les différents domaines, les mobilités, l'énergie, classique. On n'a pas fait du tout comme à Nice, par exemple, où ça a été une démarche complètement différente. Estrosi a fait un autre projet à Nice. Justement, à Toulouse, on a voulu cette appropriation des citoyens.
Alors que, effectivement, la technologie, elle soit décidée au niveau régalien, au niveau de l'État. Pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit acceptée par les citoyens. Et notre travail à nous, les élus de terrain, vous le disiez tout à l'heure, les maires, les présidents des PCI, les vice-présidents, c'est aussi notre travail de pouvoir réfléchir ensemble avec nos citoyens si on accepte ou si on n'accepte pas et dans quelles conditions on peut travailler avec ces innovations. Donc, Toulouse, on a décidé, effectivement, le président a décidé de ne pas faire de moratoire sur la 5G. Par contre, on a décidé de créer ce qu'on appelle les challenges de l'innovation. Les challenges de l'innovation, c'est comment consulter nos citoyens, nos métropolitains, pour réfléchir sur les nouvelles technologies et les innovations de demain. C'est un projet qu'on va co-construire ensemble. On va se servir des nouvelles technologies, on va proposer de nouvelles solutions pour la vie de demain, cette vie du quart d'heure, cette vie des proximités, mais on va aussi recueillir l'approbation et les sentiments de nos citoyens. Parce que ça ne marchera que comme ça. Ça ne marchera que lorsqu'il y aura une concertation avec les grands groupes que vous représentez sur ce plateau, avec l'État, M. Soriano, avec les collectivités et les élus que nous sommes. Et c'est pour ça que Toulouse, finalement, a, entre guillemets, une success story dans son innovation et dans ses projets que nous portons auprès de nos citoyens. Ça ne veut pas dire que 100% des citoyens toulousains sont d'accord avec la 5G. Je suis maire d'un quartier de 20 000 habitants. Pendant la campagne municipale, j'ai eu des citoyens qui m'ont dit « Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on ne votera pas pour vous si vous mettez la 5G, vous mettez en place la 5G à Toulouse. » D'abord, il faut expliquer, il faut communiquer, il faut expliquer que ce n'est pas nous qui mettons la 5G, que c'est une technologie qui est offerte par les opérateurs avec délivrance des licences de l'État et que nous en faisons finalement un outil, nous l'approprions pour devenir un outil de succès en lien avec nos objectifs numériques, digitaux, mais aussi nos objectifs écologiques, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est le travail des élus, et c'est le travail de l'ensemble des collectivités de pouvoir accepter et de faire travailler la population sous cette acceptabilité ou pas. Un exemple, j'ai eu l'occasion pendant le premier confinement de travailler dans le cadre de France Urbaine avec Cédric O sur l'application Stop Covid. Tout simple. C'est une application qui, dans sa première version, a été un flop total. On avait pourtant alerté Cédric O sur la difficulté des territoires de s'approprier cette application qui, finalement, on le voit avec la deuxième version, est un succès. Plus de 10 millions de personnes ont téléchargé cette application parce qu'il y a effectivement un usage qui permet effectivement d'avoir, de mieux vivre son confinement, on va dire ça comme ça. Et le fait que les collectivités se soient appropriées cette application, ce qui était le cas dans la deuxième version, parce qu'il y a peut-être eu plus de temps, parce que il y a eu je ne discute pas les raisons de l'échec de la première version, mais en tout cas les territoires n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu s'approprier cette application et pouvoir la diffuser et en parler avec les populations. Bon, c'est pour ça que la 5G, c'est aussi notre méthode toulousaine. La méthode toulousaine, c'est d'être pragmatique, c'est de travailler ensemble avec nos citoyens, de prendre le temps. La technologie, elle est là. Orange a lancé en décembre la 5G à Toulouse et c'est faire aussi. Donc, tout le monde est au même pied d'égalité et nous allons travailler sur les innovations, les challenges d'innovation que nous pouvons apporter à nos Toulousains avec ces nouvelles technologies. Et c'est à eux aussi de dire ce qu'ils veulent. Et c'est en fonction de ce que les Toulousains nous diront que nous mettrons en place les futures innovations de cette ville de demain. Donc, ok, je suis d'accord, il faut qu'il y ait une prise de conscience régalienne, comme disait M. Sorano, au niveau de l'État, une appropriation des territoires et surtout, ce qui a été négligé, je crois, par le gouvernement jusqu'à présent, c'est mais ils en ont bien pris conscience qu'il fallait consulter les maires, parce que les maires et les adjoints, ce sont eux qui sont au contact de la population, qui connaissent bien leurs problématiques, autant dans l'innovation, dans le numérique que dans le social, le logement, dans toutes les strates de la population et de la vie de tous les jours. Et nous sommes les premiers, d'ailleurs on voit bien aux élections municipales, nous sommes les premiers qui sont en contact avec les citoyens. Donc on connaît nos territoires, on sait comment ils fonctionnent, donc il faut nous faire plus confiance. D'accord, merci. Fabienne, je voulais revenir sur un point, c'est que ce climat de défiance envers la 5G et la technologie, il est aussi dû
peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'empressement du gouvernement, parce que, in fine, la France a attribué ses fréquences un peu plus tard, mais bon, il y a eu le Covid et je ne reviendrai pas sur ce débat-là, mais il a été alimenté par le fait qu'on a voulu pas prendre davantage, en tout cas, de retard, en brandissant une éventuelle perte de compétitivité pour la France si on ne se dotait pas de ces réseaux tout de suite. Et donc, il fallait aller très vite. Est-ce que, d'après vous, cette posture de l'État, et aussi d'ailleurs de certains opérateurs, en tout cas, est-ce que finalement, ça n'a pas contribué à renforcer une certaine défiance, en tout cas, envers ces technos? Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une défiance, et d'ailleurs il y a une défiance au global sur beaucoup de sujets. On a parlé de Linky, on a parlé de la 5G, on parle des vaccins. Donc moi je voudrais vraiment... Les vaccins c'est un peu pareil, on veut aller vite. Voilà. Mais je ne sais pas si on veut aller vite. Enfin, je pense qu'on l'a tous dit d'une façon ou d'une autre. On a un vrai sujet en France qui est quand même un accroissement dans la population de la défiance envers énormément de sujets. Et pas uniquement technologique. Et je pense qu'on a peut-être une vraie question sur la société qui est en train de se structurer aujourd'hui, avec quand même des ruptures et une défiance croissante. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, et je vais répondre à votre question. Mais je veux y répondre. Enfin, je veux juste dire que la notion de défiance, elle n'est pas propre aux nouvelles technologies. Et pour moi, elle est un vrai problème que la société française est en train de rencontrer depuis plusieurs années, qui fait que des crispations se multiplient, quels que soient les sujets, et génèrent au final une conflictualité comme on ne la voit pas ailleurs dans d'autres pays. Pour revenir à votre question sur la 5G, alors je vais parler avec l'aide de Sébastien Soriano, qui a une vision aussi européenne comme moi. Et la compétitivité. C'est qu'au global, la France ne s'est pas précipitée. Enfin, moi, je n'ai pas le sentiment que la France s'est précipitée. Orange est un opérateur qui est présent dans 27 pays. Il n'a pas voulu être davantage en retard, plutôt. Voilà, exactement. Mais il faut qu'on se le dise. La 5G a déjà été lancée en Pologne, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique. Donc nous ne sommes pas les premiers, nous sommes même parmi les derniers. Donc il n'y a pas eu précipitation. Et il y a eu au contraire un travail qui s'est fait, j'allais dire, depuis quelques années, qui nous a permis de ne pas aller aussi vite que d'autres pays, parce que la qualité des réseaux existants 4G permettait aussi de ne pas aller trop vite par rapport à des risques de saturation. Mais on ne s'est pas précipité. Vous disiez 60 millions de clients chinois. Derrière, c'est 700 000 antennes en 5G. Voilà, on doit en avoir à tout casser 1000 en France. Donc non, nous ne sommes pas précipités. Donc c'est pas la précipitation qui, pour moi, est à l'origine de du débat 5G. Je pense que, je l'ai dit, il y a une défiance globale, défiance envers beaucoup d'acteurs, le monde de l'entreprise, les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales et les représentants locaux. Donc on a quand même un sujet sociétal à prendre. Deux, on a quand même, et il ne faut pas l'oublier, un lancement de la 5G qui s'est fait dans une année totalement atypique, qui est une année de crise sanitaire, avec une exacerbation des peurs légitimes autour de la santé. On est tous en risque santé depuis quand même plusieurs mois, environnementaux. Et donc, effectivement, ce que la France a sans doute vécu, c'est une temporalité peut-être la plus négative possible. Lancer la 5G en pleine année de Covid est, à mon avis, un des éléments qui a exacerbé le débat. Et nous n'aurions peut-être pas eu le même avec autant de violence il y a un an ou dans un an ou deux. Donc voilà, on a cet élément-là. Après, je pense que peut-être que tous les acteurs, dont les opérateurs, et là, avec beaucoup d'humilité, je le dis, nous n'avons peut-être pas fait suffisamment de travail de pédagogie, force est de constater. C'est vrai qu'on a peut-être une problématique de temporalité entre notamment un certain nombre d'acteurs qui auraient dû s'exprimer avant le lancement de la 5G. Et je reviens à l'ANSES. Quand vous regardez dans tous les autres pays européens, si je ne m'abuse, les autorités sanitaires se sont positionnées à peu près en même temps ou avant le déploiement de la 5G, ce qui est normal, puisqu'au final, c'est elle qui donne le là du principe de précaution, à partir duquel l'Agence nationale des fréquences définit des réglementations que nous opérons, évidemment, et rassure. Donc on a eu aussi cet élément-là qui ne nous a pas aidés. Donc voilà, pour moi c'est multifactoriel, mais je ne mettrai pas le temps et la temporalité en priorité. Avec un dernier élément dont je voudrais qu'on rappelle quand même toujours, et vous savez que c'est mon dada, Pierre, c'est que le temps de déploiement des réseaux n'est pas celui de l'accélération des usages. Les usages se déploient beaucoup plus vite que les réseaux ne se déploient, parce que ce sont des projets industriels qui se déploient manuellement, qui prennent énormément de temps. Donc nous avons aussi besoin, nous, d'anticiper, et je pense que Sébastien Soriano sera d'accord avec ça, on le voit bien, parce que globalement, le temps de déploiement des réseaux, il doit s'anticiper.
Et c'est tout le travail que nous essayons de faire. Et là, je pense que nous n'avons pas démérité sur le fait que nous avons besoin d'anticiper. Sébastien, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet, et puis derrière, votre avis sur, donc pas d'empressement forcément du gouvernement, mais volonté de ne pas prendre davantage de retard, et de dire, d'une certaine manière, on a déjà perdu la bataille de la 4G, on va encore se retrouver avec la 5G et acheter des solutions américaines ou chinoises sur étagère, et on peut comprendre aussi ce souci-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, pour être très honnête, moi, en tant que président de l'ARCEP, depuis 2017, je pousse le dossier de la 5G pour que notre pays s'en saisisse, organise une attribution de fréquences suffisamment tôt, prévoit des conditions de généralisation de la 5G pour ne pas créer des nouvelles fractures numériques, fasse en sorte que les industriels se saisissent de cette technologie. Donc, moi, dans mon rôle de président de l'ARCEP, j'ai beaucoup poussé à ce qu'on ne soit pas en retard. Parce qu'effectivement, on a été en retard sur la 4G. Et ça nous a causé quand même un certain nombre de problèmes. Alors, il y a d'abord des problèmes de compétitivité. Hein, juste pour donner un exemple, Spotify est suédois en partie parce que c'est la Suède qui était très en avance sur la 4G. Et donc les usages ont pu être tirés à partir de la création du réseau aussi. Et cet effet compétitivité, il va être 100 fois plus... Enfin, il va être beaucoup plus fort avec la 5G, puisqu'on parle de est-ce que Hambourg est capable de gérer une logistique connectée plus vite que Le Havre. C'est ça la question de la 5G. Pareil avec toutes les plateformes logistiques et tout un tas d'enjeux qu'on va pas lister, le véhicule autonome, enfin bref. Donc il est clair que voilà, il fallait être à l'heure de la 5G. Je crois que c'était vraiment une nécessité. Et ce qui a été sous-estimé, et effectivement je rejoins tout à fait Fabienne Dulac sur le fait que c'est quand même une année très spéciale, c'est l'état de fatigue par rapport à la technologie. Moi je me permets, je suis d'accord avec ce que vous dites Fabienne Dulac sur le climat de la société. Moi je pense qu'il y a quand même une spécificité sur la technologie. Je pense que ça fait quand même des années qu'on dit et que nos concitoyens sentent bien que les GAFA, enfin les big tech, les grands acteurs d'Internet ont quand même pris le contrôle de l'espace informationnel et qui décide quand même de plus en plus à notre place ce qui s'y passe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui use la tolérance par rapport à ce qui se passe aussi au plan technologique. C'est la raison pour laquelle il est temps de se réveiller aussi sur ce sujet, mais ça nous amènerait dans des débats très différents. Mais il faut s'occuper aussi des problèmes qu'il y a dans la technologie. Parce que sinon, à bout d'un moment, il y a un phénomène de rejet qui est tout à fait logique. Et puis dernière chose, je voudrais saluer ce qu'a dit Bertrand Serp, et j'avais eu le plaisir de le rencontrer à Toulouse il y a quelques années. Effectivement, je pense que les collectivités locales ont un rôle de plus en plus important d'appropriation et, je dirais, tout sujet. Elles deviennent de plus en plus généralistes quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout décentraliser, elles ne doivent pas être responsables de tout. Voilà, il y a des partages de compétences qui doivent se faire, mais je pense qu'il faut sans doute qu'on prenne davantage le réflexe, nous États, de co-construire avec elles et vraiment de les associer jusqu'au bout dans cette logique d'appropriation. On les avait beaucoup associés sur la 5G à propos des obligations de couverture du territoire, sujet qu'on avait beaucoup anticipé pour la raison qu'a bien souligné Fabienne Dulac, du fait qu'il y a un décalage entre le temps de déploiement et le temps des usages, et donc il faut anticiper sur les futures fractures numériques. Mais en consultant les collectivités locales et toutes leurs associations, on n'a pas vu collectivement, c'est ni elles ni nous, on n'a pas vu collectivement émerger le sujet de l'acceptation. On aurait pu, voilà, si on l'avait vu, on aurait pu sans doute aussi mieux anticiper et mieux travailler ensemble. Merci Sébastien. Antoine, est-ce que vous auriez préféré avoir la 5G par exemple plus tôt? Est-ce que le retard français dont on a parlé, évoqué par certains en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui est handicapant pour vous? Vous parliez tout à l'heure de la Chine qui s'est déjà dotée de réseaux 5G. Est-ce que à moyen terme, vous pourriez en payer les pots cassés ou pas? Je pense moi je suis plutôt un optimiste, donc je pense qu'on a hâte de se plonger dans cette nouvelle technologie et de trouver des moyens de faire des économies d'énergie, parce que effectivement, pour nous, on voit bien qu'être capable de gérer en temps réel l'ensemble de notre outil industriel
à partir de la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, équilibre des flux de production d'énergie décentralisée, donc solaire, éolien, les stockages qui vont arriver, les 10 millions de bornes de véhicules électriques qu'il va falloir qu'on pilote de manière de plus en plus fine. Donc pour nous, c'est un appel d'air. Cette nouvelle technologie, de mon point de vue, va permettre à la France d'être beaucoup plus mesurée en consommation d'énergie, d'optimiser ses flux d'énergie, hein, puisque quand même l'électricité, c'est la seule énergie qui est vraiment complètement décarbonée. Donc il me semble que cette nouvelle technologie devrait nous amener plein de nouvelles choses. Je pense qu'on est en construction. Donc je regarde ça de manière très optimiste et très content de commencer à lancer ces projets. Après, je pense que le monde ne se construit pas en un jour et finalement aussi des fois de partir pas tout de suite, ça permet aussi de prendre un peu plus de recul sur certaines choses. Donc moi je suis assez confiant sur notre capacité à suivre. Je pense qu'une entreprise telle que Schneider, telle qu'Orange, telle que la métropole de Marseille, enfin ce sont des acteurs qui sont tout à fait à la maille de ce qu'on souhaite faire, hein, et qui vont nous apprendre aussi plein de choses. Donc faut regarder l'avenir avec les yeux grands écarquillés, mais de manière positive. Très bien, merci. Bertrand, il nous reste une dizaine de secondes, dans juste le mot de la fin peut-être. Si vous avez... Voilà, il nous reste une dizaine de secondes. Le mot de la fin, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui on parle de la 5G, c'est très bien, mais je crois qu'il faut anticiper les innovations de demain. Aujourd'hui, le plus important, c'est le big data, ce sont les données, tout le monde le sait très bien. La France a eu son heure de gloire avec, à l'époque, je me souviens, on parle beaucoup de VGE qui est décédé malheureusement il y a peu de temps, on parlait du Minitel. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment les premiers, les Français, les Européens. Notre indépendance et notre souveraineté européenne par rapport aux GAFAM, elle dépend de l'innovation que nous allons aujourd'hui inventer, du futur que nous allons proposer à nos citoyens. Tout ça dans la concertation, comme je l'ai dit, et avec les territoires. Et c'est le débat presque de la 5G, il est d'actualité, mais il est déjà dépassé. On parle de 6G, on parle d'autres choses, on parle de big data depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les innovations, l'intelligence artificielle est un domaine dans lequel nous devons tous nous impliquer. Autant les citoyens, on doit dès maintenant expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Le big data, c'est quelque chose de très difficile à appréhender, mais si on n'en parle pas dès maintenant à nos citoyens, on aura encore du retard, on aura encore des lacunes. Donc nous, les territoires, on est prêts à faire ce travail avec vous, les sachants, avec les grands groupes, pouvoir acculturer nos populations pour inventer la vie de demain et pour être dans la compétition mondiale qui se joue aujourd'hui au niveau des data et des big data, plus que jamais, j'ose dire. Très bien, écoutez, merci à vous tous. Merci Sébastien, Fabienne, Antoine, Bertrand, merci beaucoup.